Mesdames et messieurs, je propose que nous commencions notre séminaire et nous commençons avec presque le quart d'heure académique traditionnel, cette fois-ci de retard, n'est-ce pas? Et pour une séance très particulière de notre cycle qui, si Alicia me confirme, s'appelle Circulation des hommes et des idées, et pour accueillir une invitée très importante, pas seulement pour la science française, les spécialistes de l'Europe centrale en France, etc., mais importante aussi pour l'histoire du centre. Alors, si Morgane me le permet, je vais essayer de présenter en quelques mots, je vais essayer de te présenter en te demandant de compléter tout ce qui est important et que je n'ai pas dit par distraction. Après un doctorat, une habilitation, tu es depuis 2022 professeur, ce qu'on appelle à l'EHESS, directrice de recherche EHESS, donc professeur, et tu travailles depuis longtemps sur l'Europe centrale, au sens large, même en allant jusqu'à l'Allemagne, sur beaucoup de sujets. Mais je voudrais, avant d'y arriver, citer les 3 derniers ouvrages qui nous mettent un peu sur la piste de tes domaines de spécialité actuels. Par ordre chronologique inversé, donc je commence le dernier qui est paru, dont je suis au courant, c'est un ouvrage en anglais, mais en ligne, gratuit. Oui, Open Access. Open Access, avec chaque article qu'on peut choisir séparément, Open Access, qui est très intéressant, vraiment, j'étais content, qu'il paraisse Public and Private Welfare in Modern Europe, ouvrage collectif. Productive Entanglement, avec Fabio Giomi et Célia Keren, donc à Routledge, et qui fait un peu qui propose une vision parallèle, enfin des trajectoires de la mise en place des systèmes de protection sociale, donc une forme de modernisation de l'État. Et en mettant en évidence des acteurs non étatiques dans la construction des systèmes de protection sociale, les associations, les fondations philanthropiques, les organisations internationales et les familles, voilà, et les femmes. Voilà, c'est ce qu'on appelle le mixed welfare. Et voilà, et puis je crois que tu utilises même parfois certains concepts liés à la modernisation. Oui. Donc, ou modernisation multiple. Il y a un livre qui est paru en 2019, donc c'est très récent aussi, et que nous avons ici. Donc, non, c'est celui-là. Non, celui-là. Voilà, je pense que tout le monde voit. Je lis le titre « La nationalité, une histoire de chiffres, politique et statistique en Europe centrale, 1848-1919 », aux presses de Sciences Po. Et enfin, celui-là que j'avais montré par erreur tout à l'heure, donc la population, une démographie politique à l'échelle de l'Europe contemporaine des frontières, qui est paru aux éditions de l'EHESS en l'an 2000. Et cela nous dessine déjà en grande partie, des domaines d'intérêt. Je dis encore quelques mots et après je te laisse compléter. Donc, tu as de très nombreuses responsabilités liées à des engagements, non seulement dans la science, mais dans l'organisation de la science, dont le travail en tant que membre du conseil scientifique de l'EHESS, de l'EHESS, en tant que membre du conseil de laboratoire du CRH, donc Centre de recherche historique, de responsable scientifique du partenariat avec l'Université de Michigan, responsable du service du partenariat international avec l'Université de Varsovie, et depuis 2021, donc membre du comité consultatif de l'école doctorale de l'Académie polonaise des sciences, Anthropos, IPAN, Varsovie, mais
Et puis, il y a beaucoup d'autres choses dont on pourrait parler, dont les collaborations avec peut-être le CEFRES ou avec. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le passé lié à notre centre de civilisation, qui, que ce soit sous ce nom ou sous le nom ou sous d'autres noms, tu as donné beaucoup de ton travail et de ton cœur, si je peux me permettre, pour constituer au début une petite équipe, qui a grandi et qui a donné des fruits magnifiques autour d'un séminaire doctoral, de cycles de conférences, avec des invités de l'EHESS et des partenaires polonais. Et une partie des gens qui sont ici autour de la table étaient liés soit au centre, soit sont issus des collaborations de cet atelier. On grandit, on grandit intellectuellement aussi en ligne. Martin Kula faisait partie du conseil scientifique, n'est-ce pas, de l'atelier? Oui, puis c'était un des fondateurs avec Rose-Marie Lagrave et Jean-Claude Schmitt et Johanna Gornicka. Voilà, donc le HESS qui a joué un très grand rôle, voilà, qui dit bonjour, Martin Kula. Le HESS qui a joué un très grand rôle dans les relations intellectuelles franco-polonaises, eh bien, ce rôle, pendant un moment, un tournant, je dirais, important de sa collaboration, est passé par ta coordination, ton impulsion, et finalement, ça a marché si bien grâce à la capacité d'organiser ce petit groupe, j'appelle ça petit groupe, hein, même si ça a grandi après, de gens qui se réunissaient pour parler, pour réfléchir en français, non, à l'époque, ouais, dans une autre rue. Voilà. Donc, ensuite, bon, ben, les évolutions ont fait qu'il y a eu des rapprochements et des séparations, mais le travail qui a été fait a laissé des traces dans l'Université de Varsovie et en Pologne très importantes jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Donc, et sur ces bons mots, je te demanderai donc de corriger, de rajouter tout ce que j'ai oublié de dire. Ah oui, tu es actuellement accueilli oui, c'est ça, oui. Au PIAST, le PIAST qui est on dirait en bon français, l'Institut d'études avancées polonais, qui est notre voisin, notre institution amie à Powiśle, ici dans les contrebas du centre de Varsovie. Et c'est grâce à cette présence à Varsovie que nous pouvons profiter de ta participation à notre séminaire. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'être là, à distance ou autour de la table. Je voudrais vraiment remercier d'abord Nicolas pour cette invitation, puisque c'est lui qui me l'a proposée. Et vous remercier tous d'être là et d'avoir été là aussi. Je crois que c'était bien il y a 20 ans quand j'ai commencé et je ne connaissais vraiment rien de la Pologne, rien du polonais. Et j'ai vraiment eu autour de moi des soutiens, des encouragements qui sont inoubliables. Et je suis très heureuse d'être de retour à Varsovie pour plusieurs mois. J'espère être à la hauteur, parce qu'il le faut. Donc, aujourd'hui, pour cet exposé, j'ai choisi de reprendre le thème des recherches que j'ai conduites au cours de plusieurs années et qui ont été celles de mon habilitation et ensuite de ce livre que j'en ai tiré, qui est La nationalité, une histoire des chiffres sur les statistiques des nationalités en Europe centrale, de l'Est, voilà. Bon. Donc, je vais faire un exposé qui rend compte, qui donne un peu un aperçu plutôt des thèmes de ce que je traite, des matériaux, mais aussi je voudrais rendre compte du raisonnement que j'ai suivi dans cette recherche, parce que c'est un peu une recherche passée. Maintenant, je travaille toujours sur ces questions de statistiques, mais plus sur les questions économiques. Alors, en une phrase, je dirais que, en fait, ce que j'ai essayé de traiter dans ces recherches, c'est du rôle de la statistique dans le nationalisme et la formation des États nationaux en Europe orientale et centrale au XIXe et au XXe siècle. Et j'avance qu'en fait, moi, je veux faire cette histoire des États-nations à partir de la statistique, en prenant la statistique, pas simplement comme les chiffres,
mais de le prendre d'abord comme un savoir, c'était un enseignement, et une pratique administrative dans l'État, une pratique d'État, une science de l'État. Et partant donc de là, je considère en fait que durant ces 19e et 20e siècles, cette statistique, elle a rempli, en tout cas dans cette partie de l'Europe, 3 usages, 3 fonctions. Elle a été ce qu'on appelle, en histoire de la statistique, histoire des sciences, un mode d'objectivation de la nation, des minorités, des nationalités. Elle a été un instrument des politiques de population. Et enfin, elle a été un langage de l'expertise, notamment dans les règlements internationaux, un langage de la diplomatie, comme je le montrerai à un moment donné à la conférence de la paix en 1919, mais pas simplement. On trouve des statistiques dans les dossiers des experts, même si en fait, ils ne parviennent pas davantage à tracer des frontières avec des statistiques que sans statistiques. Mais voilà, c'est un langage très présent dans la diplomatie de cette époque. Alors, par ce thème, en fait, ma recherche, au départ, elle s'apparente à des travaux qui sont conduits dans un domaine qui est bien établi. C'est celui des études du nationalisme, ou qu'on dirait plutôt les nationality studies, parce que c'est un domaine très anglo-saxon encore aujourd'hui, et qui a décrit la statistique, effectivement, comme un langage qui objectivait les nations, les races, etc., et qui était une des forces du nation building. C'est vraiment une démarche très anglo-saxon, et c'est sous ce courant qu'on connaît, qui est encore enseigné, même s'il est un peu ancien, qu'on dit constructiviste, et qui est représenté aussi bien par des anthropologues comme Ernest Gellner ou Benedict Anderson, qui est toujours très cité, que des historiens comme Eric Hobsbawm. Et ce qu'ils mettent en avant, donc, c'est une invention, c'est l'invention, une construction de la nation et des identités nationales, et ils montrent le rôle qu'ont joué, entre autres, les statistiques, les recensements et les cartes. Donc, au départ, en fait, mon travail, il prend cette voie, mais il va s'en écarter. C'est toujours l'avantage du terrain. Hein. On découvre qu'en fait, les modèles ne s'appliquent pas toujours très bien. D'abord, ces travaux, en fait, je dirais, du nation building, ils font toujours l'hypothèse, une hypothèse forte, qu'il y a une rationalité statistique, c'est-à-dire que les chiffres sont efficaces, ce qui explique leur succès, effectivement. Alors que moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de montrer le pouvoir des chiffres, c'est un peu la démarche aussi foucaldienne, c'est dans un temps beaucoup plus long, je remonte au 19e siècle jusqu'en 1848, c'est m'interroger sur des conditions politiques, intellectuelle et savante de ce que j'appelle la mise en nombre de la nation. Comment on est passé de l'idée, c'est ça en fait, de savante, d'idée de la nation, ce que dit Hans Kuhn, a state of mind par exemple, c'est tout le discours sur la nation allemande que l'on voit chez les philosophes allemands comme Fichte, comme Arndt, donc c'est des travaux de philosophie politique, comment on passe de l'idée de la nation au fait national, objectivé, c'est-à-dire qu'il va être mesuré, qu'il va être quantifié, qu'il va être cartographié ou mis en graphique. Qu'est-ce qui se passe au 19e siècle pour qu'on en arrive, ces chiffres, ils ne sortent pas de là. Donc, quel est le raisonnement, quelle est l'épistémologie qu'il y a derrière? Et puis, en second lieu, je pose que si on s'interrogeait sur la place croissante qui est prise par le langage du nombre, par les grandeurs statistiques, dans ce que j'appelle l'institution de la souveraineté nationale, ne peut pas non plus être dissocié, ne peut pas faire l'économie de ce que j'appelle une histoire de la statistique. C'est-à-dire, la statistique, ce n'est pas quelque chose d'universel ou abstrait, ce sont des modèles savants, ce sont des pratiques administratives qui se sont succédées ou qui ont coexisté dans cet espace centre-européen. Et notamment, ce qu'ignorent souvent d'ailleurs les anglo-saxons ou même les Français, dans cet espace aussi bien germanique que, par exemple, l'espace aussi polonais à l'université de Cracovie, les premiers statisticiens polonais, à l'époque habsbourgeoise, ils sont formés à une science de l'État où il n'y a pas que du chiffre. Il y a aussi tout un savoir sur des doctrines administratives, ils sont formés au droit. Donc, c'est un savoir beaucoup plus complexe et large que simplement, ce n'est pas un savoir mathématique à ce moment-là. Et donc, je pense qu'il faut aussi tenir compte de cette pluralité des modèles. Alors, j'ai néanmoins un terrain, je parle d'Europe centrale et orientale, et ce terrain, c'est la Pologne.
j'ai pris la Pologne, non pas comme un cas typique du nationalisme est-européen, ce qu'elle est souvent d'ailleurs, mais pour moi, elle est plutôt ce que j'appelle un terrain privilégié, un terrain idéal pour poser les questions sur le rôle de la statistique des nationalités au XIXe siècle et au XXe siècle. Et mon intérêt pour la Pologne, il part de ce fait historique qui est, paradoxalement, comme vous allez voir, le fait historique du partage de la Pologne, du royaume de Pologne, à la fin du XVIIIe siècle, entre Prusse, Russie et Autriche, partage qui ensuite s'achève en 1918, quand la Pologne devient ou redevient un État souverain, mais alors à ce moment-là, un État national. Et la question donc que je pose, espèce de paradoxe que je porte dans le livre, si la statistique est un savoir et une pratique d'État, peut-on parler alors d'une statistique polonaise des nationalités ou autres durant cette longue période où il n'y a pas d'État polonais? Donc, et ce que je vais montrer, c'est qu'en fait, on peut parler d'une statistique polonaise quand il n'y a pas d'État polonais. À deux égards. Dans un premier égard, c'est que la statistique, en fait, c'est la statistique de ces trois États partageants. Ils vont organiser au XIXe siècle le rattachement et l'exploitation de ces anciens territoires polonais, mais également le contrôle de leur population en s'appuyant sur des statistiques que leurs bureaux vont produire, que leurs administrations. Il y a un bureau de statistiques en Prusse, il y en a un en Russie, il y en a un à Vienne, et au XIXe siècle, ils vont conduire des recensements de plus en plus fréquents, exhaustifs, détaillés, qui vont fournir des données sur les populations conquises, qui vont être dénombrées alors comme des minorités nationales par la langue et la confession. Ainsi, s'il n'y eut pas d'État polonais au XIXe siècle, il y eut paradoxalement des chiffres sur les Polonais, sur leur nombre, sur leur distribution géographique, des chiffres de plus en plus nombreux et détaillés au fur et à mesure qu'ils devaient servir les desseins différentialistes pour les uns ou assimilationnistes pour les autres de ces trois États annexionnistes. De là, une seconde forme auquel on ne pense pas souvent, prise par cette statistique polonaise, c'est celle, à la fin du XIXe siècle, de sa réappropriation par des auteurs polonais. Une réappropriation que j'ai appelée, en fait, c'est une forme d'agency, voilà, c'est une capacité d'agir sous contrainte, qui en fait va au-delà des actions de résistance dont on a rendu compte, c'est-à-dire il y a eu des boycotts, notamment en Poznanie, en Prusse, du recensement prussien, et qui là, en fait, cette résistance, elle va consister dans la reprise par des auteurs polonais de ces chiffres prussiens, autrichiens et russes pour appuyer, moyennant de nouveaux calculs, des nouveaux réagencements, je reviendrai dessus, leurs revendications nationales. Et cette réappropriation, ce que je montre aussi dans le livre, elle donna lieu à des travaux statistiques qui furent publiés et qui se diffusèrent jusqu'à la conférence de la paix en 1919, où ils documentèrent, ces travaux ou ces chiffres vont documenter les dossiers des experts français et américains et également polonais. Donc, ce que je montre, en fait, c'est mon hypothèse, mon argument dans le livre, c'est qu'au fond, les statistiques des trois États annexionnistes de la Pologne allaient, par ce retournement, par cette réappropriation, servir à l'établissement d'un nouvel État, enfin du nouvel État polonais. Donc, oui, j'ai oublié là, donc là, c'est mon plan, voilà, c'est très bien. Donc, je vais faire, j'ai un plan c'est une histoire longue, je dirais une histoire longue, une histoire croisée, et j'ai choisi donc 4 moments, je dirais 4 moments clés pour rendre compte donc de cette mise en nombre et de ce processus, d'une part, de conduite, enfin de production des statistiques par les États partageants, puis de réappropriation par les auteurs polonais. Et je terminerai en fait par le tout début, par le premier recensement polonais en 1921. Donc, je commence par ce que j'appelle vraiment l'espace, la mise en nombre, c'est-à-dire un processus surtout que j'ai étudié dans l'espace germanique, c'est-à-dire en Prusse et en Autriche. Je commence par dire en fait que une attention
qui est porté trop exclusivement à la production massive au tournant du XXe siècle des chiffres sur les nationalités par les bureaux de statistiques, ce qui est vrai quand on regarde le recensement allemand de 1905 ou même celui de la Russie de 1897, il y a énormément de chiffres qui sont produits sur les nationalités. Mais si on porte uniquement son attention sur cette période, on se trompe sur l'histoire de cette statistique. Une histoire longue, c'est ce que j'ai essayé de faire, qui remonte en amont au XIXe siècle, révèle au contraire un enregistrement tardif de la nationalité dans les recensements, pas avant 1880-1890. Donc, quand on dit 19e siècle, le siècle des nations, on s'aperçoit en fait que les recensements sont très tardifs dans la construction de ces mouvements nationaux. Et en fait, quand on regarde les débats, eh bien, des statisticiens, on découvre qu'il y a beaucoup de discussions et beaucoup de désaccords sur l'opportunité ou non de relever la nationalité dans un recensement et selon quels critères. Alors, voilà, donc j'ai mis les dates des recensements. Alors, s'il y a des réticences à enregistrer la nationalité dans un recensement, c'est parce qu'il y avait des raisons politiques. Mais en fait, elles n'expliquent pas l'ensemble de ces réserves qui étaient, selon moi, comme je vais vous le dire, d'ordre plus épistémologique. Ce que l'on voit en fait dans les débats entre statisticiens, ce sont des doutes sur la possibilité de mesurer, de quantifier dans la population un caractère qui est vu comme relevant de l'opinion, du sentiment, et donc un caractère qui est labile, qui est fluctuant et qui est rétif à l'objectivation, qui est cette grande promesse de la statistique du XIXe siècle, c'est objectiver les faits sociaux. Et là, en fait, qu'est-ce que c'est la société? C'est un sentiment. Comment est-ce qu'on peut le mesurer? Comment est-ce que cette donnée, on peut la comparer d'un recensement à un autre? Et puis, il y avait bien sûr des craintes sur les compréhensions variables, les interprétations individuelles et locales par les populations. Et effectivement, les premiers recensements qui sont faits, y compris en Prusse, que l'on voit comme vraiment le lieu de la bureaucratie bien ordonnée, bien rationnelle, eh bien, ces premiers relevés, ils se heurtent à des déclarations qui sont très entremêlées avec la religion, avec la localité, et on est en fait très, très loin de ces classifications bien claires de la statistique. Donc, alors, j'ai travaillé sur ces débats qui sont souvent ignorés et qui se sont avérés en fait des matériaux très révélateurs et significatifs, je dirais, de divergences persistantes, durables entre ce que j'appelle les statisticiens allemands et les statisticiens autrichiens. Vous allez comprendre pourquoi. Les statisticiens allemands, en fait prussiens, vont faire très tôt, dès les années 1860 et 70 dans leurs écrits, faire reposer la nationalité sur la langue, alors que les statisticiens autrichiens, donc des Habsbourgeois de Vienne, vont envisager la langue comme un élément de la nationalité, mais insuffisant. Et certains d'entre eux vont même considérer que la nationalité ne peut pas être relevée par les recensements. La statistique pourrait être une réduction. Et c'est pour ça, en fait, que l'on voit tardivement apparaître un relevé de la nationalité dans les recensements autrichiens. Et comme je vous montrerai, ce n'était pas un critère de la nationalité, c'était sur la langue d'usage. Donc, j'ai travaillé sur ces documents et en fait, j'ai traité ces différences comme l'expression de deux modèles statistiques. Donc, j'ai un peu complexifié ce que l'on imagine comme la vue germanique ou est-européenne de la nationalité. Et j'ai dit qu'il y avait deux modèles statistiques. Il y en avait un qui était effectivement national, mais l'autre que j'ai appelé un modèle impérial. Alors, est-ce que vous pouvez... Voilà, et très bien. Alors, le modèle, donc j'ai donné ce sont deux citations de deux statisticiens du bureau de statistique et où on voit en fait à quel point être prussien ou autrichien, c'est vraiment défendre des points de vue très différents sur la nationalité dans un recensement. Alors, j'ai appelé le modèle national, c'est celui qui est représenté par la statistique prussienne et qui est centré sur l'individu et identifie la nationalité dans la langue maternelle. Et c'est effectivement la langue maternelle qui va devenir le critère exclusif pour tous les recensements prussiens et allemands. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, ce critère, il va être fixé et il va permettre de produire des séries statistiques uniformes, comparables à toutes les échelles, de la commune à la province, à l'État, croisées. C'est là où on est vraiment dans une fabrique de la statistique, avec des caractéristiques comme l'âge, l'état matrimonial, la religion, etc.
on trouve exactement la même question sur la langue maternelle et les mêmes catégories à tous les recensements allemands jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc, c'est un modèle très impressionnant, d'une grande stabilité, ce que recherchent les statisticiens. Et là, on est vraiment dans le modèle de la construction. Pourtant, pas très loin de Berlin, enfin, je veux dire à Vienne, eh bien, on a un modèle complètement différent et je l'ai appelé le modèle impérial. Il est représenté pour moi par la statistique autrichienne, mais il l'est aussi par la statistique russe, que j'ai moins travaillé parce que j'ai des problèmes d'accès à la langue et aussi aux sources. Et il se rattache à une autre tradition. C'est pour ça que j'ai parlé de modèle savant, à une tradition descriptive, taxinomique et beaucoup plus territoriale, topographique, que l'on retrouve d'ailleurs dans la Galicie aussi polonaise, dans cette statistique. C'est le territoire qui est important. Et cette tradition, elle est héritière des schémas classificatoires de la statistique des Lumières du XVIIIe siècle. Il s'agit de faire des listes, il s'agit de faire des dictionnaires, des inventaires. On est dans le savoir de la taxinomie, c'est la liste qui compte. Et d'ailleurs, les statisticiens autrichiens ne vont jamais parler de statistiques des nationalités, ils vont parler d'ethnographie, de statistiques ethnographiques, pour renvoyer à ce savoir. Alors, pourtant, comme on le voit dans ce que... Oui, vous pouvez peut-être passer. Alors, voilà, oui, donc ça, c'est le modèle prussien, c'est un modèle de questionnaire. Et puis, voilà, donc ça, c'est les questions qui sont posées au recensement. Et ça, c'est le modèle impérial autrichien. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'auteur de cette statistique et de cette carte, ce premier projet d'ethnographie de la monarchie, c'est le directeur du bureau de statistique autrichien. Et il produit des chiffres sur une ethnographie, donc sur les peuples de la monarchie, mais il l'accompagne d'une carte. On a cette dimension territoriale qui est toujours très importante et on trouve la même chose en fait dans la partie russe à la même époque. Les premières tentatives autour de Saint-Pétersbourg de faire un dénombrement d'une statistique des nationalités s'accompagne d'une carte. Alors, peut-être après, voilà, et ça, c'est les recensements autrichiens. Alors, oui, on peut s'arrêter ici, c'est très bien. Alors, néanmoins, je ne rentre pas dans les détails de l'histoire habsbourgeoise, qui est compliquée. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, le bureau de statistique autrichien va être contraint par des dispositions juridiques constitutionnelles qui sont prises sur l'égalité des langues dans les provinces, les Landessprache de la monarchie habsbourgeoise, et ils vont finalement introduire une question sur la langue dans le recensement. Donc, comme on le voit à partir de cet exemple que j'ai trouvé. Mais ça ne sera pas la langue maternelle, ce ne sera pas non plus la langue familiale, ce sera la langue dite d'usage, la Umgangssprache, c'est-à-dire la langue qui est employée dans l'espace public et qui, en tout cas pour les autorités, les statisticiens, ne se confond pas avec la nationalité. Elle est d'abord vue, elle est définie comme la caractéristique d'un lieu. Ce n'est pas une caractéristique individuelle. Et évidemment, tous les mouvements nationaux, tchèques, etc., vont protester parce qu'ils voient évidemment dans ce recensement un moyen de montrer qu'ils sont importants en nombre dans certains territoires et donc de revendiquer, selon leur nombre, selon leur grandeur, davantage de droits linguistiques, de droits scolaires et d'autonomie politique. Néanmoins, jusqu'à la Première Guerre mondiale, les autorités autrichiennes ne sortiront pas de cette définition territoriale et administrative de la langue. Et donc, c'est bien la langue Sprache où on trouve le polonais, mais il s'agit de la langue du territoire. Alors, pour moi, c'était important de distinguer ces deux modèles parce qu'en fait, il y en a un qui met l'accent effectivement sur la quantification, alors que l'autre, il met l'accent sur le classement et le territoire. C'est un modèle impérial, et en fait, quand je parle de modèle, effectivement, c'est que je pense qu'on peut le retrouver aussi dans d'autres espaces du non-européen. Et ce que je défends, c'est qu'en fait, ces deux modèles, ils coexistèrent et ils rivalisèrent en Europe jusqu'à la Première mondiale, parce qu'ils fournissaient aux États des manières différentes de mettre en forme les nationalités, de s'adapter à des contours assez flous de la référence nationale, à la pluralité des définitions de la nation. Ils offraient deux manières, il n'y en avait pas un qui était mieux que l'autre, mais deux manières de gouverner des populations, de gouverner des conquêtes, de gouverner des périphéries, en un mot, deux manières d'asseoir des politiques des nationalités, parce qu'ils vont en conduire.
alors, cette distinction, elle était pour moi importante parce qu'elle m'a permis de rendre compte, uniquement à partir de la statistique allemande, d'une évolution de cette statistique et qui est très importante au XXe siècle. C'est une approche beaucoup plus démographique des nationalités. Une approche qui ne va pas appréhender les nationalités seulement du point de vue de leur nombre, mais du point de vue de leur reproduction différentielle. Et donc, j'ai pris des titres, on le voit, des titres, c'est d'articles qui sont publiés dans la revue du Bureau prussien de statistique, donc très officiels, et dont les titres qui situent bien l'enjeu dont il est question dans les territoires prussiens entre deux nationalités, enfin, en tout cas pour eux, qui est les Polonais et les Allemands. Et le dernier article, donc sur Allemands et Polonais dans la province de Poznanie, est en fait très intéressant parce qu'il s'appuie sur un enregistrement supplémentaire qui a lieu au recensement de 1910. Et pour la première fois, en fait, on va enregistrer les mères, les femmes, selon leur langue et le nombre d'enfants. Et on va calculer des indicateurs de reproduction, de fécondité chez les femmes polonaises et chez les femmes allemandes. Donc, on comprend bien, en fait, ce qui est autour de cette mesure de la reproduction démographique. Ce qui se passe, en fait, ce n'est pas un intérêt démographique, mais c'est en fait un discours d'un nationalisme allemand qui devient de plus en plus radical, de plus en plus influencé par les courants germanistes et qui voit en fait, ou qui décrit l'accroissement des populations polonaises dans les territoires périphériques, dans les provinces de la Poznanie ou de la Prusse occidentale. Eh bien, cette population polonaise, il la voit comme une menace, donc c'est une perception en termes de menace, sur la germanité de ces provinces. Donc, pour moi, c'est important parce que l'on voit en fait, à travers cette statistique, au fond, comment il y a un nationalisme allemand qui va s'emparer de ces chiffres. Et donc, en fait, ce que l'on voit au tournant du XXe siècle, dans tous ces travaux allemands, eh bien, c'est des descriptions de la coexistence des populations en termes d'affrontement démographique entre Allemands et Polonais, de Nationalitätenkampf. Et il ne s'agit pas simplement de dénoncer dans des discours, mais ce sont des publications qui appellent à une politique qui vise à inverser ces tendances, c'est-à-dire une politique de peuplement. Et cette politique, elle va prendre le nom connu de Polenpolitik. Elle va être mise en place à la fin du 19e siècle par le Reich, commençant par Bismarck. Et à ce moment-là, la statistique en sera son outil. Alors, oui, alors là, voilà, c'est ce tableau, c'est là où, quand on regarde 1910, il y a quelque chose effectivement d'impressionnant de voir comment les statisticiens vont relever très précisément par groupe d'âge, par la langue parlée, polonais ou allemand, des données démographiques. On est totalement dans un autre raisonnement. C'est un raisonnement, effectivement, où on voit qui prend la démographie comme une menace, où on passe vraiment dans une logique de politique de peuplement. Et la suivante, j'en ai fait beaucoup. Voilà, très bien. Alors, j'en arrive donc maintenant de cette statistique des nationalités à cette fonction, dont j'ai deuxième, qui est celle de son usage pour des politiques de population. En cela, évidemment, je me différencie des gens qui disent on produit des statistiques et ça sert tout de suite à déplacer les populations. Non, il y a un moment, il y a des conditions qui vont faire que cette statistique, elle va servir à appuyer des politiques. Donc, moi, ce qui m'intéresse, en fait, dans cette histoire longue, c'est de comprendre le moment où ce que j'appelle, il y a un basculement de la statistique, où elle va devenir ce que l'on appelle une ingénierie statistique des nationalités au service des politiques de population. Pourquoi je parle de basculement? Parce que historiquement, donc je n'ai pas le temps de l'exposer, mais je le montre dans le livre, la nationalité, comme chiffre, en fait, elle remonte à un mouvement émancipateur qui est 1848. C'est en 1848, au moment de ce printemps des peuples, que l'on voit sortir des chiffres de registres de population sur lesquels on a indiqué les langues à l'école, les langues à la messe, dans des territoires mêlés, et que l'on va brandir ces chiffres à une fin d'émancipation. C'est d'émancipation des peuples. Donc, c'est quand même une statistique qui est liée à l'origine à un mouvement libéral.
Et donc, ce qu'il faut, qui est 1848. Ensuite, il y a d'autres événements politiques, mais ce qui m'intéresse de comprendre, c'est ce basculement à la fin du 19e siècle. Et dans ces basculements, en fait, c'est pour moi, c'est effectivement, comme le montraient les historiens, la création du Reich qui va vraiment être un moment clé dans ces usages de la statistique des nationalités dans le cadre de cette Pologne politique. Donc, cette Pologne politique, elle a été très étudiée par des historiens allemands et polonais. Et pour dire très vite, en fait, elle consiste dans une série de mesures qui vont être de plus en plus restrictives sur la langue à l'école, la langue publique, et qui vont être prises, donc on voit aussi progressivement, d'abord pour affaiblir, étouffer des expressions et des sentiments identitaires, qu'ils soient culturels, religieux ou linguistiques ou politiques, de populations, dirait-on, polonophones, et puis corrélativement accélérer leur assimilation, donc servir une politique de germanisation. Mais ensuite, cette politique va prendre une forme beaucoup plus radicale, qui est aussi importante à considérer, c'est qu'on va passer de la germanisation des enfants, des populations, des nouvelles générations, à ce que j'appelle la germanisation du territoire ou la germanisation du sol, ce qui est une toute autre politique, puisque là, on rentre dans une politique de peuplement. Et c'est donc ce qui se passe avec la création donc, de cette commission de colonisation qui consiste en fait à reprendre des propriétés polonaises et à les redistribuer à des paysans allemands. C'est une politique qui a, dans un certain sens, échoué, mais en tout cas, elle a été mise en place. Et puis, il y a aussi, comme je le mets, il y a aussi des lois qui sont très, très dures, parce qu'à ce moment-là, quand même, le Reich est un État constitutionnel, parlementaire, et on voit comment il joue, enfin, il est au bord, au fond, de l'état de droit. Et ce sont ces lois qui sont prises, notamment dans un contexte aussi antisémite, sur l'expulsion des étrangers, c'est-à-dire qu'on vise là des sujets russes, c'est les Juifs et les Polonais qui sont expulsés du territoire. Alors, je dis, juste pour un peu, comment dire, synthétiser donc cette partie, je dirais qu'il y a beaucoup de travaux qui ont traité de cette politique, mais beaucoup moins sur le rôle de la statistique. Alors que pour moi, c'est un moment clé. C'est pour ça que je fais une histoire longue, mais je cherche des moments clés. Et je dirais qu'autour de cette fin du 19e siècle, dans l'espace germanique, il y a un tournant dans les usages de la statistique, où elle devient vraiment un outil au service de politiques de population. À trois égards, c'est ce que j'ai mis. D'abord, on voit bien, alors qu'il y a vraiment un droit de la citoyenneté en Allemagne qui est bien établi, eh bien, on voit se consolider, à partir de tout ce langage chiffré, une autre appréhension de l'étranger. Ce n'est pas la citoyenneté, c'est une appréhension, une définition de l'étranger pour certaines populations, certains groupes, par rapport à où on les place par rapport à la germanité et par rapport à la nation allemande. Donc, c'est une exclusion de la nation allemande de cette manière. Il y a aussi un tournant d'un autre point de vue. C'est comme je vous l'ai montré avec la démographie, on voit de plus en plus ces statistiques alimenter des connexions nouvelles entre le thème de la sécurité du territoire, de la périphérie, des frontières, et ce thème-là, il va exploser pendant la Première Guerre mondiale sur le front Est, et la démographie. Et puis, il y a un troisième tournant qu'on verrait davantage dans les archives locales, c'est que cette mise en nombre de ces minorités, en fait, elles vont modifier la perception que des acteurs locaux, dans des villages, dans des régions, avaient d'une coexistence de populations, de religions et de langues différentes. Et donc, cette diversité culturelle et confessionnelle, elle va être, remise aussi en cause à partir de ces catégories qui arrivent aussi dans l'administration et qui réduisent ces diversités dans une opposition entre Allemands, Polonais, Juifs, catholiques. Donc, c'est en cela, pour moi, qu'il y a un tournant et il y a un basculement. Alors, j'en arrive maintenant à la troisième partie. Que font les Polonais pendant ce temps-là? Ils répondent au recensement ou ils ne répondent pas, mais ils font autre chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'alors qu'il y a de plus en plus de statistiques sur les Polonais qui sont produites par ces États et insérées dans leur politique, eh bien, contemporains à ces usages, on voit ces chiffres repris dans des ouvrages qui sont signés par des auteurs polonais, dont je vous donne ici quelques exemples, quelques exemplaires que j'ai trouvés. Donc là, je parle de réappropriation, puisqu'en fait, ce qu'ils prennent, ce sont des chiffres prussiens, russes et autrichiens, ceux des recensements,
Ce qui est très intéressant quand on lit, en fait, en tout cas, leur argument, c'est qu'en fait, ils considèrent que ces chiffres, s'ils sont parfois biaisés, ils ont quand même des mesures de l'importance numérique et de la distribution géographique des Polonais. Et d'ailleurs, ils vont très peu les modifier. Donc, ils vont les publier tels quels, ou alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tirer parti du caractère modulaire d'un tableau, et donc, ils vont faire une addition, ils vont mettre où les Prussiens considèrent qu'il y a des Polonais, des Masuriens et des Cachoubes, ils vont les additionner. Donc, ils vont travailler sur les colonnes et les lignes du tableau pour tirer effectivement des données plus avantageuses sur leur nombre et évidemment pour leurs revendications. Et donc, ces tableaux, comme je le montre, ils ont produit ce que j'appelle une contre-statistique. C'est une contre-statistique polonaise qui va, comme je vous l'ai dit en introduction, se retourner contre les autorités qui les avaient instruites. Alors évidemment, là, on est dans une période encore où elles sont produites dans ces États. Donc, c'est toujours, le langage des chiffres est quelque chose d'assez neutre qui leur permet effectivement d'avoir un langage, d'être beaucoup plus prudent, d'échapper aussi à la censure vis-à-vis des autorités. Et donc, ce que je montre, en fait, c'est qu'à l'encontre d'une vue habituelle, eh bien, la statistique, elle pouvait être une technologie de l'État, comme elle est souvent dénoncée dans ces travaux un peu foucaldiens, mais elle pouvait être aussi un instrument d'une opposition à l'État. Donc, au même moment où elle est l'instrument d'une politique de peuplement, elle est aussi l'instrument d'une opposition, et d'une opposition, je dirais, technique ou savante à cet État. Alors, il convient toutefois de dire que les reprises de ces statistiques, elles ont eu lieu dans des conditions particulières. Et ça, c'est très important. Elles ont eu dans un contexte. Oui, je vous bien. Voilà. Ces conditions, elles sont politiques. Il y en a deux. D'abord, des conditions politiques et institutionnelles qui ne vous sont certainement pas étrangères, inconnues. C'est la libéralisation au tournant de ce siècle des régimes autrichiens et russes, n'oublions pas, en 1905, qui va permettre la création d'institutions statistiques qui seront dirigées par des Polonais, notamment en Galicie, donc la province, avec des bureaux, un bureau de la province à Lwów, et puis des bureaux des municipalités, donc je vous ai montré qu'ils vont avoir des moyens incroyables pour publier aussi des statistiques et en polonais, les bureaux de Cracovie et de Lwów. Aussi, il va y avoir, peut-être la suivante, ils vont avoir, voilà, dans la partie russe, il va y avoir aussi, surtout à partir de 1905, des associations, des sociétés savantes, économiques et statistiques qui vont être créées et qui vont aussi publier des travaux statistiques. Et puis, il va y avoir évidemment deux universités polonaises avec des chaires de statistiques dans la tradition autrichienne. C'est ça qui est très intéressant. Donc, ces deux universités de Cracovie et de Lwów. Donc, la deuxième condition, comme je vous le montre avec cet exemple de Józef Buzek, eh bien, c'est qu'il y a des élites polonaises. Elles sont peut-être, elles n'ont plus beaucoup peut-être de fortune, mais en tout cas, celles qu'on appelle l'intelligentsia, elles ont toujours des ressources intellectuelles, on peut dire un capital culturel, un capital linguistique souvent exceptionnel, on le voit dans leurs publications. Elles font des études à l'étranger, elles circulent d'une université à une autre. Elles ont accès à des savoirs et à des écrits, aussi bien en Russie, en France qu'en Allemagne. Et donc, c'est pour moi la rencontre entre ces deux conditions institutionnelles et un peu ces élites, éduquées, qui forment en fait un terreau. Il y a à un moment donné un terreau qui est favorable, non pas, je dirais, à la production de chiffres, mais à la formation, c'est un point très fort, moi j'essaie de défendre, à la formation de compétences en statistique qui vont chez ces Polonais, qui vont leur donner les moyens de rivaliser avec des statisticiens allemands, autrichiens ou russes. Il se passe en fait dans ces années ce que j'appelle une professionnalisation dans la statistique, et je crois qu'on pourrait dire la même chose du côté des économistes polonais ou aussi des géographes. Attends, ces années, c'est 1899 jusqu'à… Alors lui, ça commence quand il y a déjà la Galicie polonaise, donc c'est vers 1880, par là, quand il y a des universités avec des chaires qui sont créées. Donc il y a vraiment, et en Russie, dans la partie russe, c'est un peu plus tardif, c'est vraiment en 1905 qu'il y a ces sociétés savantes. Et donc c'est ce que j'appelle une professionnalisation. C'est cette professionnalisation aussi
qui va permettre à des auteurs polonais, comme Buzek par exemple, d'être des experts polonais à la conférence de la paix, c'est-à-dire de proposer une expertise polonaise qui va pouvoir ou rivaliser ou compléter ou guider celle des statisticiens, des experts français ou américains ou anglais qui n'ont absolument à ce moment-là aucune connaissance de ce qui se passe dans ces pays en matière de recensement. Et c'est aussi cette professionnalisation qui se poursuit jusqu'au bureau de statistiques polonais en 1919. Et ce sont ces statisticiens qui vont former le personnel qualifié qui va travailler dans le nouveau bureau. Et donc, je donne l'exemple absolument remarquable en fait de cette trajectoire de Joseph Buzek, qui passe vraiment par la formation dans les sciences administratives à l'université de Lvov, qui est très présent à Vienne, qui est dans la commission de statistique, qui je pense qu'il est aussi il est aussi député. Donc, c'est vraiment une grande personnalité, il fait partie de ces élites polonaises, et en même temps, voilà, très activiste pour la polonais, et ensuite, il est à la conférence de la paix, et il est le premier directeur du bureau polonais de statistique. Et je pense qu'on peut en trouver d'autres qui sont aussi, je dirais, exemplaires. Pour moi, c'est assez important. Je pense aussi que c'est important de voir comment cet État polonais se construit dans ces espaces, dans ces conditions avant 1919. Alors, j'en arrive à ma quatrième partie, pour aller vite, qui est donc maintenant la guerre. Parce qu'avant qu'il y ait un bureau de statistiques et un État polonais, il y a cette période qui est souvent traitée comme une parenthèse, alors qu'en fait, quand on regarde un peu plus près, la Première Guerre mondiale, elle ne met ni fin ni à l'utilité politique des statistiques des nationalités, ni à leur production. Au contraire, cette production, ces utilisations vont s'intensifier. Alors, comme pour dire vite, donc, les conditions, en revanche, de ces statistiques seront très différentes. Sur le front Est, ce sont dans les territoires gagnés sur la Russie que des statistiques sont désormais produites, mais ce sont des statistiques qui sont produites par le haut commandement militaire du Reich et son administration. Ce seront donc des chiffres qui seront souvent secrets et qui, là, vont servir encore. Donc, en fait, il y a un peu une continuité avec la fin du Reich, qui vont toujours servir à gouverner, exploiter les populations de ces territoires conquis, de ces nouveaux territoires en Russie où il y a des Polonais, pour les contrôler et les assujettir évidemment au travail forcé. Et puis ce sont aussi des chiffres qui sont liés à des projets de peuplement qui n'ont pas toujours été mis en œuvre, mais ça a été bien montré notamment dans la partie autour des États baltes, donc des projets de déplacement de population. Donc, on fait des dénombrements qui sont militaires et secrets, mais dans lesquels on dénombre et on hiérarchise. Pour la première fois, il y a vraiment une hiérarchie explicite des populations selon la nationalité. Donc, il y a des chiffres qui sont produits par les autorités militaires. Donc ça, je n'en parle dans mon livre, mais je n'en parle pas dans mon exposé, parce que pendant cette période, il y a aussi des statistiques polonaises qui sont produites, et elles sont encore plus élaborées. Pourquoi? Parce que là aussi, les conditions vont changer. Comme le montrent maintenant tous les travaux sur la Première Guerre mondiale sur le front Est, en Pologne, je pense par exemple au livre de Maciej Górny et de Vladimir Borodjej, qui ont vraiment comblé des lacunes considérables sur l'historiographie de la Première Guerre mondiale. On sait en fait qu'il y a eu des régimes un peu compliqués où il y avait à la fois des conditions, il y avait des formes, des exploitations très claires des populations locales, et puis des répressions, et en même temps, pour des raisons géopolitiques et internationales, eh bien, les autorités militaires vont concéder des formes d'autonomie. Ils vont en concéder dans le cadre de ce que l'on appelle ce grand projet de la Mitteleuropa, c'est-à-dire pas vraiment des formes de fédération, ou plutôt ce qu'on appelle des chaînes d'États tampons qui vont aller à l'est du Reich et qui vont servir de sorte de zone frontière avec la Russie. Et c'est dans le cadre en fait de cette autonomie qui est concédée à la Pologne avec ce royaume de Pologne en 1916, autonomie pour les questions intérieures, administratives, pour les questions de santé, les questions du travail, les questions de protection sociale, parce qu'il y a des épidémies, il y a des sous-nutritions.
C'est dans ce cadre-là que des Polonais vont être amenés déjà à travailler dans des administrations. Donc, on voit au fond fait que cette création de cet État polonais, c'est un processus, on peut dire, sans cesse, avec chaque fois plus de professionnalisation. C'est dans ces cadres institutionnels qu'ils vont continuer à la fois public et privé, qu'ils vont continuer à travailler, à exploiter des statistiques. Et ils vont avoir des possibilités pour publier, et ils vont publier des ouvrages d'un autre genre, d'une autre forme, qui est cette fois totalement statistique, alors que les autres ne l'étaient pas. C'est ce que j'appelle l'annuaire statistique. D'ailleurs, c'est ce qu'ils appellent aussi l'annuaire statistique. Et là, c'est très intéressant parce qu'ils reprennent un format ancien qui date du XVIIIe siècle, typique pour diffuser des données sur l'État. Donc, on pourrait dire qu'il y a aussi une autre réappropriation. Là, on n'est pas simplement dans la réappropriation des chiffres, on est la réappropriation du format de l'annuaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils vont le reprendre, mais on est toujours dans des formes de domination. Donc, le terme État n'est jamais employé. On utilise à la limite le terme territoire. Et qu'est-ce qu'ils vont faire dans cet annuaire? Ils vont faire comme n'importe quel annuaire statistique. Ils vont unifier, collecter, rassembler, unifier des données. Mais cette fois-ci, ils vont unifier des données pas simplement des données des 3 États partageants, des données des 3 territoires. C'est une différence très importante. C'est-à-dire que là, on n'arrive pas simplement à unifier des populations, on unifie des territoires. Donc, ils font un pas supplémentaire dans ce qu'on peut appeler une forme d'anticipation d'un futur État polonais. Après, on peut discuter. On sait très bien qu'il y avait des propositions très, très différentes et des divergences sur le territoire de cet État, sur qui est polonais, et qui sera polonais et qui ne le sera pas. Mais il y a l'idée qu'il y aura une entité étatique qui arrivera à la sortie de la guerre. Et donc, effectivement, on a dans ces travaux statistiques qui paraissent en 1913, 15 et 16, déjà et c'est pourtant le même raisonnement, il s'agit toujours de données qui sont des États partageants. Et alors, ce qui est très intéressant, donc vous pouvez prendre, c'est qu'en fait, donc là, je vous montre un peu comment ils procèdent. Ils unifient, c'est une unification dans un espace graphique. C'est le tableau, c'est l'annuaire, c'est cet espace graphique qui unifie. Il n'y a quasiment pas de texte d'ailleurs. Et alors, ce qui est très intéressant, en fait, c'est que ces annuaires, ils vont devenir des sources. Et ils vont devenir des sources pour produire une autre production qui va jouer un rôle, c'est la carte, qui va cette fois-là représenter la distribution des Polonais, pas simplement dans le tableau, mais dans l'espace. Et l'exemple le plus achevé, que vous connaissez tous, c'est le fameux atlas de Eugeniusz-Römer. Et Eugeniusz-Römer, qui est un professeur de géographie formé à Cracovie et à Lwów, particulièrement talentueux, très bon mathématicien, qui jusque-là travaillait sur la géographie glaciaire, mais qui est aussi un patriote. Donc, c'est ce défi de faire une carte des Polonais. Il va faire ces trucs incroyables où là, quand on dit statistique, c'est de la manipulation. Non, il va lisser mathématiquement les données des 3 États pour faire disparaître les découpages administratifs. Parce que les découpages dans les recensements, c'est par ville, par province, par district. Il y a toujours des petits carrés qui sont les administrations. Et donc cette grille administrative, elle est étrangère. Et donc, la dernière étape, c'est de faire disparaître ces frontières administratives. Et par le lissage, par les mathématiques, il va lisser ces données et il va obtenir ces cartes qui sont absolument assez éclatantes et qui, selon moi, en fait, naturalisent quelque part. Il n'est pas possible en 1916, d'ailleurs, il va être poursuivi, il aura des problèmes, il va être plus ou moins arrêté, son atlas sera interdit, il va circuler clandestinement. On voit une sorte de Pologne qui est naturalisée. Quel est son nom? Römer, Eugeniusz-Römer. Voilà, qui naturalisait donc une morphologie, elle est inscrite dans le territoire géographique. Et alors cet atlas, évidemment, il va circuler clandestinement et il va arriver dans les comités préparatoires de la conférence de la paix. Il y en a un qui va arriver aux États-Unis dans ce comité, donc je décris tout ça dans le livre Inquiry,
Et il y en a un, je crois, qui va arriver en Suède et un va arriver en France auprès du comité d'études. Donc, il a tout de suite une réputation et il est une des pièces maîtresses en fait, de la conférence de la paix. Donc, on voit en fond qu'il y a vraiment toute une histoire longue de cette expertise, c'est une histoire croisée où les travaux des Polonais vont alors s'entremêler, se compléter avec ceux des Français et des Américains. Voilà, donc ensuite, alors j'ai pris juste, donc là on peut peut-être sauter, j'étais en français, ensuite, alors, donc on arrive au bureau polonais de statistique. J'en arrive à la fin parce que je ne voulais quand même pas m'arrêter uniquement sur la conférence de la paix, parce qu'évidemment, il y a une suite. Il y a donc ce nouvel État polonais en 1919, et ce qui est très intéressant, c'est qu'immédiatement, alors qu'il y a encore des conflits aux frontières, un bureau polonais est créé et il est chargé, donc je vous ai montré, donc il est très bien doté en personnel, en moyens, donc il y a tout un enjeu évidemment autour de ce bureau et il a un bâtiment, j'espère que je ne me suis pas trompée sur la photo, qui est quand même assez, c'est un petit palace, je ne sais pas s'il y restera longtemps, mais ça montre en fait l'autorité qu'a ce bureau à la création de l'État polonais. Et il est chargé, donc, alors qu'il y a encore des conflits sur la frontière orientale, que toutes les populations ne sont pas rapatriées, il est chargé d'un recensement de la population dès 1920, mais bon, c'est quand même un peu difficile, il ne sera lancé qu'en 1921. Donc, ce que l'on voit en fait, c'est évidemment comme ailleurs, c'est que dans ce contexte géopolitique instable, le recensement doit légitimer et objectiver par des nombres qui seront cette fois polonais. Jusque-là, tout s'est fait avec des nombres russes, autrichiens et allemands. Maintenant, c'est avec des nombres polonais qu'il va falloir objectiver, légitimer donc le territoire du nouvel État national polonais, c'est-à-dire, espère-t-on, un territoire habité majoritairement par des Polonais. Alors, oui, vous pouvez... Voilà. Alors, ce que j'essaye de montrer, c'est que là, on n'est pas dans un cas particulier à la Pologne. Tous les États, et en particulier les nouveaux États successeurs, lancent un recensement en sortie de la guerre. Donc, on voit, en fond, c'est vraiment une opération qui a en quelque sorte, qui est un peu vue aussi comme un plébiscite. Enfin, c'est la dernière sanction. Puisque n'oublions pas qu'à la conférence de la paix, tous les experts vont décider, même s'ils ne les utilisent pas, ils avancent des chiffres qui ne sont jamais des chiffres polonais, qui sont toujours des... Enfin voilà, même si ceux de la Galicie sont un peu polonais, mais pas complètement, ils restent autrichiens. Donc, il y a un nouveau recensement, oui, vous pouvez y aller, très bien, qui est lancé en 1921 et il va à son tour relever la nationalité. Il va la relever à partir de deux questions, ce qui peut sembler étonnant. Il y aura de nouveau une question sur la langue maternelle. Je sais qu'en polonais, ça veut dire que c'est la langue paternelle. Et il y a une question directe sur la nationalité. Il n'est pas le seul. En Tchécoslovaquie, il y a également cette question, en Roumanie aussi. Question qui va disparaître au recensement suivant de 1930-31 dans tous ces pays. Parce que là, on va toujours arriver sur des questions d'opinion et ça ne... Voilà, il y aura des variations et les statisticiens, je dirais, en s'en débarrasseront. Néanmoins, si elle est utilisée, cette question, en 1921, c'est probablement parce que le recensement est là, une telle sorte de plébiscite. Les gens déclarent une nation, c'est-à-dire ils déclarent qu'ils adhèrent à cet État. C'est le oui, c'est le plébiscite. Et puis aussi parce qu'une partie des populations, je dirais, polonaises en tout cas, a été, au cours des dernières décennies, soumise, en tout cas les jeunes générations, à une politique linguistique ou scolaire intensive de germanisation ou de réification. Et donc, les chiffres sur la langue ne sont pas forcément vus comme les plus avantageux, alors que ce qu'il s'agit de montrer, c'est quand même que ce territoire est majoritairement habité par des Polonais. Ce que les directeurs du recensement savent est très contestable. Donc, je vais vous montrer la suite. Alors, ce premier recensement, donc je vous ai montré les deux questions qui ont été posées. Il est conduit dans des conditions évidemment très défavorables et il a été vite jugé peu valide et peu représentatif. Et il n'a pas non plus retenu l'attention des historiens. On parle toujours du recensement de 1931 parce que c'est un recensement aussi qui là sert aussi d'outil à une politique de l'État polonais dans les années 30, sur lequel on n'a plus d'archives, on n'a plus rien. Celui de 21, je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant, il est plus complexe et il est en fait une source
assez unique pour pouvoir obtenir une photographie des appartenances nationales qui sont alors très floues, très enchevêtrées, qui sont revendiquées ou au contraire tues par des populations au sortir d'une guerre qui a été quand même assez dure, meurtrière, dévastatrice. Il y a eu des pillages, il y a eu des pogroms, au sortir d'un monde impérial et face à un monde qui est pour ces populations encore très incertain. Donc, il va y avoir des données qui vont être pleines d'entremêlements, d'incompréhension, de détournements, des résistances. Mais le bureau de statistique, probablement parce qu'il est dirigé par des progressistes, je pense par exemple, Małgorzata Mazurek l'a très bien montré dans un article qu'elle a consacré un peu à la statistique. On a à ce moment-là une équipe pas du tout de gros technocrates conservateurs, mais ce sont vraiment des progressistes, vraiment des socialistes. C'est un langage de la réforme aussi, de la statistique. Les problèmes ne sont pas simplement des problèmes nationaux, ce sont des problèmes aussi de travail, de distribution de la richesse, de reconstruction. Joseph Bouzek, autrichien, mais aussi le directeur du recensement, le sous-directeur du GUS, c'est Ludwig Krzewiczki. Et c'est lui qui va publier un très gros article sur la conduite de ce recensement, sans dissimuler les difficultés. Évidemment, il va considérer que presque c'est un miracle qu'il puisse y avoir des chiffres, mais il ne va pas modifier ces chiffres qui révèlent quand même une photographie assez multinationale de certains territoires de la Pologne. Et on le voit, il va nourrir une correspondance avec les autorités locales, donc proches, voilà. Alors ça, c'est les tableaux, donc on voit bien dans les tableaux toutes les possibilités d'enregistrement, donc la diversité des langues ou des nationalités. Oui, donc est-ce qu'on peut rester sur ce tableau une seconde? Oui. Par exemple, est-ce qu'il y a des nationalités du type, je ne sais pas, juif polonais ou… Non, attends, il n'y a pas juif polonais, mais est-ce qu'il y a juif, il y a hébreu, oui. Il y a hébreu. Oui. Et hébraïsme. Ouais. Ou Żydowska aussi. Żydowska. Alors, il y a beaucoup, évidemment, aussi au sein de chaque communauté, il y a aussi des désaccords. Hein. Tout ça, ça n'apparaît pas facilement. En bas, là. Parce que là, c'est la nationalité. En fait, ils n'ont pas publié les données sur la langue. Ils sont à court d'argent, mais après, dans les années début, il y a une crise financière. Donc, ils n'ont publié assez tardivement que les données sur les nationalités. On va revenir après parce que je vais vous montrer d'autres documents. Alors après, donc ça, je vous ai montré un extrait. Donc, il rencontre, on a en fait toute une littérature de rapports publiés et non publiés qui rendent compte de la pratique sur le terrain de ce recensement. Ce qui est quand même, en 31, il n'y a plus rien. Enfin, après, ce ne sont plus que des black box, des boîtes noires. Alors que là, il y a cette idée de témoigner, de rendre compte de ce qui s'est passé, de rendre public. Ça, c'est publié. Et alors, attends, vous pouvez mettre la suivante. Et alors, ce que l'on trouve, par chance, dans les archives du Bureau des statistiques polonais, quand elles veulent bien s'ouvrir, je remercie Marcin Kula de m'avoir toujours aidé, on retrouve des dossiers remarquables nourris de la correspondance entre le bureau de statistiques, en fait, je pense que c'est Krzewiczki, et des autorités locales sur comment les gens ont répondu. Et ces courriers, ils font remonter évidemment toutes les réponses possibles. Il y a en fait, à ce moment-là, les populations ont la citoyenneté, ils ont, donc pour répondre de quelle citoyenneté ils sont, ils ont la langue, ils ont la religion et ils ont la nationalité. Et alors, il y a par exemple les populations allemandes, je crois, où c'est en Volhynie, qui à la fois veulent dire qu'elles sont pour l'État polonais, c'est vrai, mais qu'en même temps, elles parlent l'allemand. Et donc, elles ne vont pas du tout faire coïncider les réponses. Et donc, les autorités statisticiennes se disent, mais on ne comprend pas, c'est des Allemands ou des Polonais, ils parlent allemand et ils se disent polonais, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, on a des gros dossiers qui sont… Alors, j'avais commencé à faire des photos, mais on ne peut pas beaucoup aider, donc elles sont floues. On a une documentation formidable qui serait vraiment utile de reprendre et de croiser peut-être avec quelques terrains locaux, régionaux qui auraient conservé les archives. Je ne sais pas. Mais pour moi, c'est important parce que ça met aussi en évidence un moment un peu libéral de la statistique polonaise
héritière de ce qui s'est passé au XIXe siècle, et aussi avec cet idéal aussi d'un État démocratique, parlementaire, avec des droits. C'est donc là que j'arrête mon exposé et je vous en remercie. Donc, je dirais que j'ai plutôt mis l'accent sur une histoire longue parce que ce qui est pour moi important, c'était de rendre compte de cette mise en ombre, qu'elle n'est pas automatique. Les chiffres ne sortent pas d'eux-mêmes, ils n'ont pas du pouvoir en eux-mêmes. C'est dans les usages, dans des conditions qui se mettent en place difficilement, et de mettre évidemment en évidence tout ce processus d'appropriation des chiffres par des groupes dominés. Et cela aussi, c'était un peu une critique, je pense, qui est toujours valable, un peu contre une version assez, comment dit, déterministe du nation building. Voilà, merci beaucoup. Merci bien pour cet exposé qui était vraiment passionnant. Hein. Passionnant, pour moi qui m'intéresse aux questions des nationalités, j'aurais plein de questions. Je suppose que certains connaissent mieux certains sujets que moi, etc. Mais je pense que c'était passionnant pour tout le monde, comme j'ai pu voir les visages. Et avant même de poser mes quelques questions maladroites et naïves, je voudrais donner la parole au public, savoir si quelqu'un a un commentaire ou une question à poser. C'est là où vous avez les Allemands qui se déclarent de nationalité polonaise, ils ne comprennent pas. Ouais. Ah oui. Nous avons une question sur le chat. Alors, y a-t-il des questions? Oui, sur le chat. Sur le chat, bon, il y a plein. C'est sûr que j'ai plein d'erreurs. Hein. Alicia? Oui, c'est une question de la part de notre étudiant. Est-ce qu'au 10... Vous voyez, Non, peut-être qu'on peut agrandir. Oui, c'est ce que je veux dire. Est-ce qu'au 19e siècle? Voilà. Je ne sais pas si vous m'entendez, donc je vais poser mes questions sur le chat. Est-ce qu'au 19e siècle et au début du 20e siècle, les données statistiques étaient utilisées par ceux au pouvoir pour manipuler la population? Selon vous, les chiffres statistiques concernent les siècles passés, peuvent-ils être utilisés pour les objectifs de la propagande d'aujourd'hui, pour manipuler la société et déformer la vérité historique? Donc, il y a plusieurs questions en une seule. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle manipuler? C'est-à-dire, oui, leur faire... Voilà, c'est la critique que l'on fait à toutes les statistiques, et évidemment, même aujourd'hui, peut-être plus aux statistiques économiques et du travail, sur le chômage, sur l'inflation, c'est de dire que, en fait, eh bien, ces chiffres que l'on fait passer pour objectifs, pour officiels, pour savants, validés par des mathématiques, eh bien, en fait, ils ne reflètent pas la réalité. Donc, ils sont faux. Et voilà, dans ce sens, voilà, manipuler, c'est les chiffres ne sont pas forcément faux, mais on les fait passer pour vrais. Je pense qu'au 19e siècle, d'abord, on le voit bien, cette question-là, elle ne peut pas se poser dans les mêmes termes qu'au XXe siècle, puisqu'on a quand même une partie de la population qui n'a pas accès à cette éducation sur les chiffres. Et alors, je pense que dans la partie germanique, où il y a vraiment là effectivement une propagande pan-germaniste, c'est une population plus alphabétisée, donc il y a effectivement des chiffres qui sont dans ces discours nationalistes pour pouvoir mobiliser les populations, leur parler de pollinisation des territoires du Reich. On avance peut-être des chiffres. Mais là, voilà, il y a cette propagande nationaliste. C'est vrai que la propagande nationaliste utilise des chiffres. Donc, dans ce cas, et en Pologne, à cette époque, non, parce que, enfin, si, il y a quand même peut-être un peu, mais voilà, je pense que c'est plutôt du côté, dans l'espace de la Prusse, où il y a vraiment tous ces cercles radicaux, et dans la presse aussi, ces chiffres servent une propagande. Du côté dans les territoires polonais, enfin, à ce moment-là, non, je ne pense pas. Non,
il y a quand même, c'est vrai que je ne l'ai pas bien étudié, mais dans le mouvement national polonais, en tout cas dans la partie allemande où il y a des gros enjeux autour de ces recensements de 1900, 1905, 1910, les activistes polonais, ils contestent dans des déclarations dans la presse les déclarations allemandes. Ils avancent des chiffres, ils refont les calculs, ils disent nous sommes majoritaires dans ces territoires, ce sont les Polonais qui sont nous représentons tant de pourcents de la population en Poznanie. Voilà, donc ils les utilisent aussi ces chiffres. Mais je ne pense pas que ce soit pour manipuler les populations, je pense que c'est dans des affrontements nationalistes entre mouvements. Et si à un moment donné, ces chiffres servent à manipuler, c'est alors pour pour influencer, je dirais plutôt, influencer les États, la France, l'Angleterre, pour les inviter à soutenir la cause polonaise. Donc, voilà, et pendant la Première Guerre mondiale aussi. Eugeniusz Römer va publier un petit ouvrage en donnant des chiffres. Nous sommes, je ne sais plus combien de millions. Donc, voilà. Il y a cet argument. Nous sommes nombreux. Donc, alors, c'est un peu différent. C'est comme nous sommes tant de millions, je ne sais plus à combien il était arrivé, peut-être 30 millions, je ne sais plus, ou 20 millions, nous pouvons être un État. Donc, c'est aussi convaincre les chancelleries étrangères qu'il y a une population nationalement importante et qui justifie la création d'un État. C'est un peu cette vue populationniste que l'on voit à ce moment-là s'implanter, contre l'idée que ce sont que des petites nationalités et qu'il va y avoir que des petits États qui ne seront pas stables et qui vont se faire envahir. Donc, et les Polonais, évidemment, face aux Lituaniens, aux autres revendications nationales sur leur territoire ou à leurs frontières, vont avancer cet argument qu'ils sont les plus nombreux pour pouvoir créer un État stable. Avec cette idée qu'un petit État se fera envahir. Voilà. Donc, voilà, oui, merci. C'est dans ce cadre-là que je parlerai manipuler. Après, dans le 19e siècle, au 20e siècle, c'est autre chose. Mais Est-ce qu'il y aurait une seconde question? Oui, plein de questions. Donc, je n'ai pas vu dans quel ordre c'était. C'est juste une question Damien. de détail, parce que dans l'exemple, c'était Répine, donc, dans Couvary, en Volhynie. Est-ce que ce que tu as dit pour les Allemands de Volhynie, c'est un cas qui, dans une autre région, de même chose, la confusion entre citoyenneté et nationalité, ou est-ce que c'est aussi en Volhynie? Tu veux dire pour les Allemands? Oui, parce que Répine, oui, c'est en Couvary, c'est à côté de Toronto. Ah d'accord, oui, je savais, j'avais compris. Parce qu'en Volhynie, c'était aussi assez clair. D'ailleurs, je savais même pas que c'était. J'aurais pensé que c'était. Tu vois, j'avais complètement oublié. C'est vrai, j'avais vérifié où ça se trouvait. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que les Allemands veulent. C'est parce qu'en Volhynie, ce que j'ai lu, d'ailleurs, on trouve la même chose avec les colonies allemandes dans les territoires danubiens autour de la Yougoslavie. Il y a cette déclaration pour les Allemands, on préfère garder nos propriétés que garder notre langue. Et donc, on voit des familles qui vont accepter en quelque sorte une forme d'assimilation, ou en tout cas, voilà, de perdre l'usage de leur langue parce que la propriété, ce sont des gens qui sont implantés, qui ont des exploitations agricoles, des villages, est pour eux plus importante dans ces cas-là. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a aussi ce choix. Voilà, ils ne sont pas restés parce qu'ils sont restés jusqu'à ce que Hitler les déplace en 1900, je ne sais pas, 41 ou 42. C'est qu'il y a vraiment une idée de... Voilà, il y a cette espèce de choix, en quelque sorte. Il faudrait le voir de plus. Mais en Volhynie aussi, mais en Volhynie, oui, c'est très clair. Et comment on dit, les colonies allemandes, les populations allemandes de Volhynie, elles sont très présentes pendant l'entre-deux-guerres. Alors, je vois une question plusieurs questions, mais il y avait Marcin Kula. Oui, il y avait Martha. Martha. D'abord, je pense, Martin Nicolas après. Bon, je vous laisser. Oui. J'ai aussi une question sur un petit détail, parce qu'à un moment, vous mentionnez les statistiques sur les femmes mères, en fait. Et ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on mentionne la nationalité des pères, ou est-ce qu'on peut les voir comme si les Allemands considéraient que c'est la mère qui passe? Non, ils ne prennent que la mère. Mais parce que toutes ces statistiques démographiques sur la natalité, elles ne prennent que la mère, elles se rapportent à la femme en quelque sorte. Oui, mais voilà. parce que
les personnes Alors, toujours questionnables, mais non, non, mais c'est une bonne question, mais je ne crois pas. Parce qu'il y a des cas de bilinguisme. Il faudrait vérifier. Mais non, parce qu'il n'y a pas de, ce serait une statistique des familles. Il y aurait père, mère par ménage. Cette statistique-là, elle est plus complexe. Donc là, en fait, c'est vraiment une extraction qu'ils ont faite. Ouais. Et en fait, ces données, elles sont déjà dans les registres de. Ils les ont croisées avec je pense, avec les registres d'état civil, enfin de paroisse, où ils ont les naissances. Enfin, où ils vont. Enfin, en tout cas, il y a déjà une distinction dans les registres entre, je pense, femmes polonaises et femmes allemandes. Et là, le tableau, en fait, enfin, non, on demande aux femmes combien elles ont eu d'enfants selon qu'elles sont polonaises, selon qu'elles sont allemandes. Voilà. C'est vraiment une fécondité différentielle avec toutes les implications que ça aura sur le vitalisme des peuples, etc. Et c'est intéressant de voir comment ça se met en place autour de ces années-là, 1905. Et pour moi, c'est important de distinguer une approche, je dirais, démographique, projette les populations, donc c'est presque d'eugénisme, la force, le vitalisme, voilà, racial, avec le dénombrement où on quantifie que les gens ils aient devenu allemands par l'école ou non, enfin bon, c'est quand même, et c'est toujours important de placer ça dans le temps, voilà. Très bien. Donc, si je ne me trompe pas, je parle sous le contrôle d'Alicia, donc professeur Marcin Kula. Bon, c'était très intéressant. Tu permets une question et je crois 3 observations. La question, est-ce que quelqu'un à l'époque ou toi-même maintenant, est-ce que quelqu'un a comparé les résultats des recensements avec les résultats des plébiscites qu'il y avait dans quelques régions de la Pologne après la renaissance de l'État polonais? Des plébiscites. Plébiscite, je ne sais pas si c'est un bon mot en français. En même temps, la population vote pour l'appartenance nationale d'un territoire, n'est-ce pas? Oui, c'est très, très juste. Oui. Alors, bon, je vais dire encore mes observations et puis, si tu permets, tu vas me répondre. En ce qui concerne le professeur Romer, c'est la famille très intéressante du point de vue national. Après tout, un des frères, si je ne me trompe pas, je le cite de ma mémoire, un des frères de Romer a choisi l'appartenance à la Lituanie. Oui. Et maintenant, le centre Karta, le nom polonais Karta, publie, je ne sais pas, ses mémoires dans je ne sais pas combien de volumes. 6. Mais c'est extrêmement intéressant. 6 grands volumes. Oui. Ensuite, très intéressant. Deuxième observation. Enfin, il parle, encore à propos de Romer, les frères lituaniens, il parle dans ses mémoires d'un peu de tout, comme dans les mémoires, n'est-ce pas? Mais je me demande, peut-être on peut y trouver des observations qui peuvent t'intéresser. Deuxième observation. L'État polonais, entre les deux guerres, a voulu augmenter l'immigration. Évidemment, l'immigration des Juifs, mais ici, il n'y avait pas un grand problème statistique, mais aussi, tout d'abord, au début de l'État, vite après 1918, on a voulu diminuer le nombre de gens à la campagne, des habitants de la campagne, en les exportant en quelque sorte. Mais après, la politique a changé et le gouvernement polonais a voulu exporter, si je peux me servir de ce mot, les minorités nationales en commençant par les régions où le nombre de minorités nationales était grand en comparaison avec les Polonais. Ici, évidemment, les statistiques ont été importantes, furent étudiées.
Et dernière observation, les questions qui t'intéressent sont toujours intéressantes, toujours importantes en Pologne. Après tout, il y a la question de la reconnaissance de la nationalité silésienne en Pologne maintenant. Lors du dernier recensement, on a demandé notre nationalité. Il a fallu répondre en soulignant une des nationalités énumérées. Eh bien, il n'y avait pas la nationalité silésienne qu'on pouvait choisir. Il est vrai qu'il y avait là une ligne blanche où on pouvait écrire ce qu'on a voulu, je ne sais pas, la nationalité chinoise, n'importe quoi, n'est-ce pas? Mais pour cela, il a fallu être active. Ce qui a, j'imagine, a diminué le nombre de gens qui se déclarent de nationalité silésienne. Et le gouvernement actuel a été intéressé beaucoup à ce qu'on diminue ce nombre de Silésiens. Merci bien. Merci beaucoup, Martine. Merci beaucoup. Alors, la comparaison du résultat du recensement avec le plébiscite, je ne sais pas, ça a dû être fait parce que, évidemment, les chiffres du plébiscite étaient contestés, donc je pense que ça a dû être fait, mais en tout cas pas avec la Silésie, parce que le recensement de 1921, il n'est justement pas conduit en Silésie. Donc, en fait, il n'y a qu'une partie du territoire où il y a vraiment le recensement, il y a trop d'instabilité, donc c'est pour ça qu'il est jugé non représentatif. Donc, il n'y a pas le recensement en Silésie. Donc, mais des plébiscites, il y en a dans d'autres parties aussi. Mais ce serait intéressant, enfin, soit même de faire la comparaison, soit de voir comment les observateurs de cette époque ont rapproché les chiffres et les ont commentés. C'est absolument. Romer, oui, je savais qu'il y avait ce frère qui était parti du côté des Baltes, mais je ne savais pas du tout que ses mémoires avaient été publiées en 6 tomes. Et ce serait intéressant, effectivement, que je les regarde. En fait, moi, j'ai publié un petit article sur Romer, mais beaucoup de gens ont travaillé sur Romer ces dernières années. Maciej Górny, et ce qu'il a fait sur les cartes, est vraiment très... Son ouvrage, ses ouvrages aussi en allemand sont très complets. Il y a aussi cet historien américain, Steven Siegel. Mais moi, j'ai fait un petit article, je pourrais te l'envoyer. Et c'est vrai qu'il est très intéressant, Romer, parce que c'est quand même un géographe au départ qui est déjà très reconnu, qui est professeur, mais il travaille sur les glaciers. Voilà, et ce qui est d'ailleurs, en fait, la géographie de population, c'est considéré comme, c'est pas du tout valorisé en géographie. Ça n'a aucune valeur. Un grand géographe, il fait sa carrière sur les glaciers, sur les montagnes. Donc, lui, il fait des expéditions polaires, enfin... Et donc, c'est par ce petit activisme polonais, petit à petit, qu'il va faire ses cartes, il va travailler ses chiffres. Et une fois qu'il aura fait, après, il va aller à la conférence de la paix et il va être accueilli comme un héros par Emmanuel de Martonne, par les géographes français. Il va nourrir toute une correspondance qui se trouve d'ailleurs dans les archives des manuscrits de la bibliothèque Jagellon, où on voit plein de petites cartes que lui envoient des géographes français. Enfin, mais il va quitter cette géographie des nationalités et il va revenir à des choses plus dures, quoi. Les montagnes, enfin. Donc, voilà, mais ce serait intéressant que je regarde les mémoires de son frère parce que l'histoire de sa famille, je ne la connais pas du tout. La question des migrations, oui, bien sûr, et des minorités nationales. Alors, précisément, ça dépend de date, parce que je sais que le recensement de 1930, il s'inscrit vraiment dans ces usages de politique de déplacement, en quelque sorte, mais un déplacement par incitation à immigrer, à partir, ou alors aussi par des rachats de terres ou par des incitations à des paysans polonais de s'établir en Polésie, par exemple.
Il y a un jeune historien polonais de La Panne qui a travaillé dans les archives en Polésie pour voir un petit peu comment ça se passait, cette politique de colonisation avec mise en valeur des terres pour faire remonter les chiffres polonais dans ces régions périphériques. J'en sais pas plus, mais le recensement de 1930, il aurait été très intéressant à étudier, mais il n'y a plus aucune archive. Et je n'ai pas trouvé, mais là peut-être je suis un peu limitée dans les archives des ministères ou de commissions, des documents qui montrent comment les autorités se sont appuyées sur les résultats. Je sais que ce recensement, dans beaucoup de régions, il n'a pas été conduit par des administrateurs de la statistique, mais c'était par la police. Enfin, ça a été un recensement qui est redevenu très, très dur, très policier. Il y a eu des soulèvements, enfin pas des soulèvements, mais des contestations. Donc, je ne sais pas. J'ai cherché à un moment donné des informations dans... dans ces commissions des minorités, des nationalités, il y a des archives, mais je n'ai rien trouvé qui montre vraiment comment ce recensement a été exploité. Et au bureau de statistique, il n'y a plus rien. En plus, après, dans les années 30, il n'y a plus d'argent, ils n'ont quasiment rien publié. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'article, il y a juste des tableaux qui... Voilà, bon. Quant à la Silésie, et oui, de toute façon, j'ai bien envie d'aller un peu à Katowice. Il y a eu un bureau de statistique et je ne connais pas du tout la Silésie. Ça fait longtemps que je me dis, fini Varsovie, maintenant Katowice. Oui, le cas des Silésiens est intéressant parce qu'en même temps, il converge avec aussi ce qu'on appelle en Europe le régionalisme, qui est à la fois une identité régionale et nationale, tu vois, ou culturelle, comme tu as avec les Basques, avec, je ne vais pas dire que les Silésiens sont des Basques, mais les Bretons, c'est une autre figure d'autonomie qui est vraiment régionale, qui est aussi liée à une forme de singularité économique, parfois aussi de prospérité. On sait très bien, la Silésie, proche de l'Allemagne, donc c'est quand même aussi très, très, très régional. Mais justement, je pense que ce serait intéressant à le regarder de plus près et à le mettre dans cette comparaison européenne où on a aussi dans des recensements en France, je ne sais pas, ou dans d'autres pays, des revendications régionales qui s'expriment contre le recensement, où on écrit dans les marges. Je suis basque, je suis alsacien, voilà. Donc, oui. Je ne sais jamais quand c'est en plus ou à la place. Mais alors, il y avait encore une question de Yulia Michałkiewicz, si je vois bien d'ici. Bonjour, je voudrais aussi vous demander une petite question, vous poser une petite question. Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles certaines personnes ont résisté au recensement? Et d'où vient cette reluctance? Très bonne question. Parce que, pour dire historiquement, c'est-à-dire déjà au XVIIIe siècle, ce que l'on appelle les dénombrements, ils ont une utilité très claire. Ceux qui sont faits par Marie-Thérèse en Autriche, les premiers, ou en France aussi, les premiers dénombrements du royaume, ils ont deux raisons, la fiscalité, donc l'impôt, et la conscription, l'armée. Donc, on voit très bien comment les populations vont chercher à y échapper. Et il se trouve d'ailleurs que je crois que le recensement de 1921, y compris dans le recensement polonais, on trouve dans les extraits donnés, publiés ou non publiés, il y a les craintes des populations dans cette période instable et incertaine, que l'on va évidemment leur imposer d'entrer dans telle ou telle armée, que l'on va les déposséder de leurs biens, qui est déjà assez réduit. Donc, cette crainte de la fiscalité et de la conscription, du recrutement, de l'engagement obligatoire dans l'armée, pour ne pas dire même du travail forcé, elle est aussi à l'origine de certaines résistances des populations au recensement. Et je pense aujourd'hui, peut-être pas en Europe, mais je n'exclus pas que dans certains régimes plus illibéraux, il y ait aussi des craintes, des résistances au recensement. Il y en a toujours, pour une raison ou pour une autre, d'ailleurs. Sur certaines questions. Donc, moi, j'aurais des questions, mais voilà. Donc, Paweł Rodarak, une question. Est-ce qu'il y aura d'autres questions? Déjà, Paweł. J'ai une question sur les relations entre le recensement et les pratiques de recensement et les niveaux d'alphabétisation. Parce que, comme tu sais, en Pologne, par exemple, ou dans les territoires polonais,
il y a eu des régions où le niveau d'alphabétisation était très bas. Par exemple, à Poleše, c'était jusqu'à 80% des personnes qui étaient complètement illettrées. Et alors, quelles étaient les différences des pratiques de faire recensement avec les personnes lettrées et les personnes complètement illettrées? Et s'il y a aussi les relations entre les résultats de recensement parmi les personnes illettrées et parmi les personnes qui sont quand même alphabétisées et qui sont assez familiers avec l'écriture. Ouais, c'est une question très importante. En fait, la pratique du recensement, c'est la conduction du recensement sur le terrain. Donc, en fait, dans les courriers, là, justement, ces courriers qui décrivent le terrain, que j'ai à peine exploité parce que puis j'ai fait des mauvaises photos, mais on voit apparaître toutes ces difficultés. Mais aussi la pratique, c'est-à-dire qui sont les enquêteurs. Donc, ce sont souvent des instituteurs, comme on sait, parce qu'il n'y a pas assez d'administrateurs et les instituteurs sont justement les plus alphabétisés, les plus éduqués, plus proches de la population. Donc, mais je n'exclus pas non plus qu'il puisse y avoir des prêtres. Donc, effectivement, il y a une grande diversité. Après, c'est aussi, ça dépend s'ils sont rémunérés à des périodes quand ils n'étaient pas rémunérés ou pas assez rémunérés. Les données n'étaient pas fiables. Donc, les bureaux de statistiques a besoin de données fiables. Donc, on les rémunère. Il y a aussi des contrôles qui sont faits. Donc, on ne peut pas dire non plus que l'enquêteur va faire pression ou menacer. Parce qu'en tout cas, en 1930, peut-être, mais en 1921, non. Donc, on cherche à ce que les gens répondent. Parce qu'un recensement où les gens ne répondent pas, ça coûte de l'argent et c'est un échec. Donc, on cherche à ce que les gens répondent. Donc, en fait, mais c'est quelque chose que l'on voit aussi en Prusse, par exemple. Même dans les premiers recensements 1870-1880, il y a une partie de la population qui n'est pas assez alphabétisée. Et pourtant, le recensement, il se fait selon la méthode dite moderne, tous le disent, c'est l'autodéclaration. Il y a un questionnaire et normalement, chaque personne, chaque chef de famille va répondre. C'est en soi, c'est un acte de citoyen. Soi-même ou Soi-même, on avec appelle ça l'autodéclaration. Mais en réalité, dans une grande partie des territoires, y compris en Allemagne, les gens ne pouvaient pas. Donc, il y a des enquêteurs qui viennent. Qui interprètent. Voilà, alors, voilà. Mais en même temps, on peut pas. Là, si, c'est la question de la manipulation. Il y a quand même des vérifications qui sont faites. Il y a des protestations qui peuvent être faites aussi. Donc, et s'il contraint trop des populations, il peut se retrouver face à des refus. Donc, il y a quand même. Les chiffres ne sont pas aussi faciles à falsifier que ça. Et il y a un coût à falsifier. Parce qu'il y a un coût d'un recensement faux. C'est un recensement qui est complètement discrédité. C'est un bureau de statistiques qui est discrédité vis-à-vis des ministères, des finances, etc. Donc, voilà. Mais en même temps, je pense que de prendre cette question de l'alphabétisation pour voir ce qui s'est passé d'une région à une autre, comme en Polésie, c'est très important. Et la Polésie est d'autant plus importante, comme je l'ai aussi décrit dans un petit article, qu'une grande part des réponses étaient non prévues dans la liste. C'est les gens qui ont répondu Tutaishi. Je suis d'ici. Exactement. Voilà. Et toute la question de savoir, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont répondu ça alors que cette question n'était pas prévue. Est-ce qu'on les a forcés? Est-ce qu'on a fabriqué ce chiffre contre les Ukrainiens ou les Biélorusses? Voilà. Donc, mais les Tutaishi, on les trouve partout. On les trouve aussi dans d'autres dénombrements, on les trouve chez les anthropologues comme Obreski, donc voilà, c'est ces identités locales. Et finalement, elles sont restées là. Donc, elles sont restées dans le recensement en 1921 et en 1931, il y a toujours des Tutaishi. Tu sais qu'on a les romans et les films Konopielka de Redlinski. Il y a une scène très, très connue où les officiels venus de Varsovie, et il y a une discussion, et ils demandent « Vous êtes qui ?» Les Polonais, bien sûr. Non. Alors qui? Allemand? Non. Alors peut-être français? Non. Alors vous êtes qui?
Nous sommes tous ici. Ouais, c'est ces identités Nous sommes locales tous très, ici. très fortes, c'est très anthropologique. Celle qui a bien travaillé sur la Polésie, c'est comment elle s'appelle? C'est Anna Engelking, ça doit être la sœur de Oui, oui, Barbara. oui. Elle a vraiment publié des travaux que je trouve remarquables sur la Polésie, sur cette ethnographie. Oui. Voilà, Et tu connais Obremski, les travaux Oui, de c'est super. Obremski, J'ai oui. son livre aussi. Ouais, C'est ouais, compliqué à lire, mais c'est aussi Ouais. très, très riche pour rendre Ouais. compte de l'anthropologie de ces Ouais. régions. Donc, voilà. Alors, pourquoi est-ce que pourquoi on ne croise pas les résultats avec l'alphabétisation? En fait, on n'a pas de données croisées. Donc, il faudrait faire des cartes très fines, avoir des séries alphabétisées, des séries sur la nationalité, donc par commune, mais enfin très fin, et regarder si c'est corrélé. Mais s'il n'y a pas de tableau croisé, il faudrait. Après, dans les archives locales, on peut peut-être retrouver les questionnaires. C'est vrai que j'ai un petit peu arrêté. Non, moi, je brûle d'envie de poser des questions. Tu peux, je ne suis pas du tout fatiguée. C'est plein de sucre, ça donne de l'énergie. Non, mais moi, mes questions sont des questions de quelqu'un qui est très intéressé, mais qui ne connaît pas grand-chose. Alors, je m'excuse d'avance pour mes questions. En fait, c'est 3 en 1, hein, c'est 3 questions en une. Je me pose la question des liens qu'il pouvait y avoir entre les statistiques et les catégories administratives préconstruites. C'est une bonne question. Je précise ma question en trois exemples qui peuvent être erronés et qui sont liés au fait que je ne connais pas forcément tous ces aspects, mais le premier, c'est j'ai été, il y a un certain temps, à une conférence où on parlait des nationalités en Autriche et en Autriche-Hongrie, et il y avait donc un certain nombre d'exposés, entre autres, je me souviens d'un exposé sur les droits des nationalités et leurs limites, avec les limites, je crois, à la moitié du 19e siècle pour les Juifs de s'installer à la campagne, etc. Et donc, je me dis, donc, s'il y avait des droits et des limites pour les nationalités, pour s'installer, etc., c'est qu'on parlait déjà et on comptait ces nationalités, on les enregistrait au milieu du 19e siècle. Puisque toi, tu parles de statistiques de la fin du 19e siècle, comme si c'était 2 choses détachées. Maintenant, juste comme si je voulais me contredire, je vais poser une question qui va dans l'autre sens dans un instant, mais un second point d'abord, quand on regardait tout à l'heure la liste des nationalités, où je m'interrogeais sur, par exemple, la présence des Juifs polonais, etc., et je me posais la question, ce tableau avec des nombres, est-ce qu'il provenait d'un tableau où il y avait des catégories préconstruites de nationalités parmi lesquelles choisissait, comme le disait dans son exemple Martin Coulard, ou ne pouvait pas choisir certaines nationalités, ou bien s'agissait-il de réponses libres et qui ensuite étaient additionnées suivant l'interprétation du statisticien. Quelqu'un a dit je suis silésien, quelqu'un a dit je suis Mazurie, et lui, il a marqué 2 Polonais, par exemple. Je ne sais pas, hein, j'imagine. Ou quelqu'un a dit je suis juif polonais, quelqu'un a dit je suis juif tchèque, et il a marqué 2 juifs. Voilà, donc ça, c'est une question technique. Et troisième question, toujours liée à cette lien entre la catégorie administrative fondamentale. C'est dans mes souvenirs de mes lectures sur la Pologne de l'entre-deux-guerres, l'administration d'État n'est pas unifiée. Il y a certaines, enfin ça dépend aussi des époques, etc., mais dans certaines parties de la Pologne, par exemple, on se marie à l'Église, d'autres on se marie à l'État. Dans le premier cas, par exemple, on change de religion quand on veut divorcer, ou voilà, ce qui veut dire qu'on utilise différentes catégories non unifiées, statistiques, et qui, de nouveau, doit poser problème quand on essaye de construire une vision générale. Et donc, cette question peut être sous-divisée en utilise-t-on les informations sur les nombres d'États dans les statistiques ou pas, et comment est-ce qu'on s'en sort? Voilà, je suis désolé. Hein, c'est vachement bien, c'est des très très bonnes questions, justement, c'est un programme de travail. Alors, poser la question des liens entre les catégories de la statistique et celles des administrations, c'est fondamental.
et il n'y a pas de réponse unique. Il faut lire la documentation, notamment il y a des introductions méthodologiques. Alors, justement, le cas de la Prusse, que je connais mieux, c'est précisément deux choses. Il y a les catégories de l'administration, ce sont des registres de population. Les Einwohnerliste, c'est des listes d'habitants qui sont obligatoirement tenues et dans lesquelles on relève depuis longtemps, parce qu'il y a des populations en Prusse orientale, occidentale, qui ont des règles de langues différentes, de parler différents, et en plus il y a des confessions différentes, dans les registres, pour des raisons aussi tout simplement d'administration de la commune, on relève la langue, par exemple. Et c'est par exemple la langue à l'église, la langue à l'école, où on met P pour polonais, des choses comme ça. Et ça, ce sont des registres. Et ça, effectivement, ça, c'est pour savoir si on va ouvrir une école ou non. C'est pour des usages publics pratiques dans une petite commune. Et moi, ce que je montre justement, c'est en 1848, il n'y a pas de dénombrement. Il n'y a pas de recensement. Ça commence, ces registres, en Königsberg en 1810, enfin voilà, dans ces premières, c'est 1817, Gumbinen, dans ces régions-là, il y a ces premiers relevés. Il y a une administration aussi écrite, une tradition protestante où on écrit beaucoup, voilà. 1817, je crois, à Gumbinen, ça doit être en Prusse orientale. 1848, c'est qu'on voit dans des discours, aussi au Parlement, etc., de groupes de Polonais, dans des villages de Prusse, aussi de Poznanie, où il y a déjà un peu de conflits, enfin des revendications. Voilà. Il y a des auteurs qui vont avancer des chiffres. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre les chiffres de ces registres. Parfois, même les auteurs allemands, pour faire des cartes, ils vont écrire au président de région pour avoir des chiffres. Et ils vont, c'est pour ça que je dis que c'est un mouvement fondateur, ils vont prendre des chiffres qui sont un peu variés et ils vont les unifier. Langue à l'église, langue à l'école, etc. Ils vont faire une seule colonne et ils vont faire une addition. C'est ce que j'appelle une montée en généralité sous l'événement, comme disent les sociologues. Oui. Tu vois, la Brubaker ici. C'est sous l'action, sous l'événement révolutionnaire et politique, des chiffres qui sont dispersés et utilisés pour des usages administratifs locaux vont être totalisés. Et on va avoir les premières fois, tu vois, les Allemands, les Polonais, les Lituaniens, les Wallons, par exemple, aussi, dans certaines parties. Voilà. Donc là, on a deux choses. Et donc, en fait, les registres administratifs, ils sont antérieurs à ces relevés des recensements. Et en revanche, les recensements, surtout les recensements allemands, pour les questions de la langue qui sont très débattues. La question de la langue, elle est fondamentale en Allemagne. C'est la tradition universitaire de la philologie, de la philosophie des langues. C'est Humboldt, c'est l'idée, toute la pensée structurée par la langue. Il y a des chaires à l'université à Berlin. Et déjà au XVIIIe siècle, il y a des travaux de philologie avec des classifications des langues. Après, on voit bien ce que ça donne au XXe siècle. Hollander, il a travaillé sur les langues du monde, avec les souches et ensuite les dialectes. Donc, il y a toute une pensée sur la langue qui est universitaire, qui est savante, et qui va être vraiment la source, en tout cas pour les premières cartes et les premiers travaux un peu des Richard Böck, qui est le premier à défendre, qui est statisticien au bureau prussien, qui va défendre le relevé de la langue maternelle. Il écrit 2 ouvrages sur l'importance de la langue dans le recensement. C'est le fils du grand philologue Auguste Böck. Donc voilà, ça c'est la Prusse. Mais l'Autriche, c'est pas du tout ça. Les gens, l'Autriche, c'est le droit, c'est l'administration. Et effectivement, qu'est-ce qui va décider de la question des langues et des nationalités? C'est ce qui est écrit dans le droit. Et l'Église, non? Enfin, c'est les Landsprache. C'est déjà après 1848, il y a une première reconnaissance des langues, et on appelle ça les Landsprache. C'est les langues des provinces, c'est les langues de l'administration. Ce n'est pas du tout des langues nationales. Du coup, les recensements ne pourront jamais relever autre chose qu'une Landsprache. Et on connaît le cas, donc là, ça a été aussi étudié, et c'est bien aussi par plusieurs auteurs contemporains et après, le cas des Juifs qui vont se mobiliser pour que le yiddish soit reconnu dans le recensement et ce sera refusé parce que ce n'est pas une Landsprache. Et donc, certains activistes vont dire, eh bien, enfin, de ces mouvements sionistes qui se développent, c'est quand même ils vont dire, eh bien, nous allons pas suivre les instructions du recensement. Il va dire aux gens, inscrivez yiddish sur le questionnaire.
Et en fait, ça ne va pas avoir beaucoup de succès parce que l'État autrichien punit d'une amende sévère les gens qui donnent des réponses fausses. Et donc, en fait, après, il y a des auteurs, je ne sais plus, il y en a un d'ailleurs, je crois que je cite dans mon livre, je ne sais plus s'il s'appelle Rosenberg, il a énormément publié sur cette question-là, et ils vont croiser avec la religion, etc. Voilà, mais en Autriche, c'est vraiment le droit. Et en fait, les chiffres sont introduits parce qu'il y a aussi, comment il s'appelle, Jeremy King, qui a travaillé beaucoup sur cette question en Bohème, qui est vraiment quelqu'un de très fin, qui a travaillé avec Peter Hudson. Il a exploité les procès autour des questions linguistiques parce que des langues qui ne sont pas reconnues par l'administration, parce qu'elle gère mal les langues locales, les gens attendent des procès. Et c'est compliqué, mais c'est vraiment autrichien, c'est la voie juridique et du droit qui décide des langues. Et lui, il l'a très bien compris. Enfin, pour moi, il n'est pas facile parce que la question du droit dans l'espace habsbourgeois, c'était incroyable parce que finalement, les grands statisticiens polonais, les premiers, il y en a d'autres aussi, j'ai oublié les noms, mais ils sont formés au droit. Ils sont totalement formés là-dedans. Ils sont très forts. Il y a une chaire de droit ou de sciences administratives dans une université habsbourgeoise. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as dit? Alors, oui. Le troisième, c'était la division administrative. Mais même dans l'État d'Autriche-Hongrie, si je me souviens bien, dans un premier temps, au XIXe siècle, il y a l'Église qui, au moins dans un premier temps, qui joue le rôle d'administration d'État pour tenir les registres des mariages et des baptêmes, etc. Oui, parce que les registres, c'est encore autre chose. Et qui devient du coup la catégorie administrative. Ah oui, tu veux dire… Ah oui, l'Église pour les registres. Pour les registres, tout comme c'était pour la catégorie administrative dans certaines parties de la Pologne avant et même après l'unification des trois parties, où il y avait des différences dans les… moi, je connais un peu sous forme anecdotique, je n'ai jamais étudié dans les détails, mais il y a des endroits où on se mariait à l'administration d'État et d'autres… en Pologne, oui, aussi, ça se mariait à l'Église. C'est vrai que les registres, j'ai moins… Ouais. Et la question donc des listes, en fait, comme je l'avais montré dans le PowerPoint, c'est ouvert, la question elle est ouverte. Mais l'étape importante, il y a ce que fait l'enquêteur, souvent il remplit. Parce que l'étape importante, c'est ce qu'on appelle le codage. Oui. C'est-à-dire les questionnaires, ensuite ils vont être codés. Et là, il n'y a pas d'interprétation, il y a un manuel, il y a un livret, une instruction. Si la personne… et généralement, ça a disparu. Enfin, j'en sais rien. Les livrets les plus beaux, ce sont ceux des recensements russes. Alain Blum, il les a trouvés, c'est magnifique. Voilà. Dans beaucoup d'endroits, voilà. Mais on n'a ni les questionnaires, parce qu'on verrait comment les gens répondent, et on ne sait pas comment ils ont codé. Si la personne répond ça, coder ça. Si la personne répond, coder ça. Par exemple, Tutaishi, moi, j'ai trouvé seulement des discussions qui ont eu lieu. Est-ce qu'il faut les considérer comme des Polonais, comme des Ukrainiens, comme des Biélorusses? Enfin bon, ils sont orthodoxes. Les discussions, elles ont lieu dans un institut qui est l'Institut des nationalités. Et à ce moment-là, en fait, le bureau de statistique, il est pour les coder. Il ne veut pas les maintenir. C'est quoi cette catégorie Tutaishi? Ils sont vraiment, voilà, ils sont bien bureaucrates. Par contre, c'est l'Institut des nationalités qui, en fait, à ce moment-là, a le pouvoir et l'influence sur la question des nationalités dans le recensement. Il est dirigé notamment par Vasilevski, qui a une vue beaucoup plus fédérale, plus nuancée de ces régions, mais aussi un raisonnement sur les nationalités en termes de conscience nationale comme un processus. Laissons les gens adopter une conscience nationale. Il ne faut pas anticiper. Et c'est finalement lui qui va imposer son point de vue, puisque Tutaishi va rester. Moi, en fait, c'est des procès-verbaux qui ont été publiés dans leur revue. Alors après, bon, je ne sais pas, mais que j'ai lu, mais j'aurais bien voulu en trouver d'autres. Et c'est dans l'article que j'ai écrit, j'ai dit, voilà, le super pouvoir du bureau de statistique, non. En 1921, il y a aussi en Pologne des pouvoirs partout qui décident autour du recensement. Et sur la question des nationalités, il y a aussi cet institut qui est important, et notamment par cette personnalité que je ne connais pas bien, mais qui est Vasilevski, qui est le projet plus fédéral de la Pologne. C'est assez fascinant quand même, la Pologne, durant ces années-là. Donc voilà, on n'a pas… Comme langue, il y a le Ponachem.
Oui. Donc, on parle local. Oui, les parlers locaux. Mais il y a toujours des discussions. En Allemagne aussi, qu'est-ce qu'on fait des dialectes? Et quand le recensement prussien, il va reconnaître le frison, il va reconnaître le masure, etc. S'il reconnaît des dialectes, c'est parce qu'en fait, c'est pour diminuer le nombre de Polonais. Mais au début, Richard Böck, qui est le fondateur de cette statistique, il est contre les dialectes. C'est un petit changement qu'il y a le recensement allemand. Au début, il n'y a pas de Kachoub, il n'y a pas de masure, il n'y a pas de frison allemand. Voilà. Si, il n'y a pas de dialecte. Et ensuite, on introduit les dialectes parce que chaque fois qu'on met des dialectes, ça diminue le chiffre des Polonais. Et les Polonais, ils vont se réapproprier les chiffres et ils vont refaire des additions. Donc, voilà. Théoriquement, nous aurions dû finir il y a 5 minutes, mais nous nous sommes laissés emporter par la passion du sujet, parce que c'était vraiment passionnant. Non, il y a une demi-heure, c'est ça? Il y a une demi-heure. Oui, je pensais que... Il y a 35 minutes, on aurait dû finir. Oui. Nous sommes laissés emporter par la passion du sujet. C'était vraiment, mais vraiment passionnant, avec des réponses dynamiques et fines, quand on n'en attendait pas moins, de la professeure Morgane Labbé de l'EHESS. Merci à tous. Donc, en fait, je ne travaille plus beaucoup sur ce sujet en ce moment, mais volontiée, j'en parlerai avec les uns et les autres. Et je mettrai aussi à disposition des uns et des autres des documents que j'ai, parce que je vous encourage, j'encourage aussi les gens à prendre la suite, quoi, à aller dans d'autres archives. Les documents existent. Martine, je travaille sur les économistes.